Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Aïd el-Kébir 2021. Le président Alassane Ouattara a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. À l'instar de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 20 juillet 2021, à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski, le chef de l'État Alassane Ouattara a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf. Prière au cours de laquelle il a émis le vœu de renforcer les démarches entreprises pour la réconciliation des Ivoiriens et la cohésion sociale. Tous nos compatriotes, à toutes les populations vivant dans notre beau pays, nous venons de prier sous l'autorité de l'imam Traoré et pour la fête de la Tabaski. C'est une occasion heureuse de remercier l'imam pour son sermon et aussi de remercier Allah le Seigneur pour nous avoir accordé sa grâce et son pardon. Et bien évidemment, nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Côte d'Ivoire, aux musulmans du monde entier. Et je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde. Et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, la sécurité, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qui peuvent être assurés. Et pour terminer, je souhaite à l'imam, à tous nos imams, nos vœux, nos souhaits de bonne fête de Tabaski et à tous nos compatriotes. Une bonne fête de Tabaski. Que Allah protège la Côte d'Ivoire et nous donne tous la santé et la paix pour notre beau pays. La Tabaski est la deuxième grande fête musulmane après la célébration du Ramadan. Elle se fait en souvenir du sacrifice d'Abraham ou Ibrahim. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été lancés officiellement ce lundi 19 juillet 2021 à l'hôtel Sofitel Ivoire à Abidjan, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, de Madame Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de Madame Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO, chargée de l'éducation, des élèves, des parents d'élèves, des acteurs du système éducatif et de la société civile. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. L'école va mal en Côte d'Ivoire et ceci est l'héritage de toutes les crises sociopolitiques. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. L'État veut recueillir l'analyse et les propositions de tous les acteurs du système éducatif et de la société civile et faire de l'éducation un levier de développement. Ces consultations s'étendront sur 6 mois de juillet à janvier 2022. Ces états généraux constituent une vitrine importante et une porte ouverte sur l'existence d'un nouveau contrat social autour de l'école ivoirienne. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle.
celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, il faut saluer l'engagement de l'État ivoirien à faire de l'éducation la base du développement, une action saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Madame Stefania Dianini a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de scolarisation et réitéré l'engagement total de l'UNESCO à aider le pays à relever les défis d'une école de qualité et plus compétitive. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Madame Mariatou Koné, initiatrice de ces États généraux, a invité toutes les forces vives de la nation, notamment hommes politiques, société civile, presse, guides religieux, à l'accompagner dans cette concertation nationale ouverte sur l'éducation et l'alphabétisation en vue d'en faire un succès. Les éducatifs ne sont pas adressés. L'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est félicité de la tenue de ces États généraux qui aboutiront à des propositions fortes et innovantes capables de faire de l'école ivoirienne ce creuset d'excellence collective et de récompense du mérite individuel. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique qui devrait être mise en place d'ici le 25 juillet 2021 pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes. Ces états généraux sont les 4e après ceux de 1977, 1985 et 1994. Ces états généraux de l'éducation nationale prendront fin avec la remise officielle des conclusions au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Une rencontre plus qu'attendue, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, recevra son prédécesseur Laurent Gbagbo au palais présidentiel le mardi 27 juillet 2021, annonce faite par monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres du 21 juillet 2021, et affirmé qu'il y a eu un contact avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et monsieur Laurent Gbagbo. Oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra donc M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. Il a également ajouté que le gouvernement avait toujours opté pour le dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu. Il existe un dialogue gouvernemental qui a commencé avec le Premier ministre Amadou Gon, qui s'est poursuivi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et qui se poursuit avec le Premier ministre Hachi. Vous vous souvenez toutes les réunions qu'il y a eu pour préparer le retour donc de M. Gbagbo Laurent. Donc je veux bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de dialogue. Il n'y a jamais eu d'interruption de dialogue dans notre pays. Peut-être qu'il faut que tous ceux qui parlent de ce dialogue puissent préciser leur idée, mais le dialogue a toujours eu lieu
et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement. Pour les proches de Laurent Gbagbo, qui quelques jours avant avait rencontré son ancien rival, M. Henri Konan Bédié, cette rencontre est basée sur le signe de la fraternité. Entre son acquittement de par la Cour pénale internationale et son retour au courant du mois de juin 2021, le pays est resté en attente de cette annonce symbole de réconciliation et d'apaisement dans la politique ivoirienne. Le pays est resté en attente de cette annonce symbole de réconciliation et d'apaisement dans la politique ivoirienne. Les deux hommes ne s'étaient pas vus officiellement depuis leur face-à-face de la présidentielle 2010, qui avait débouché sur une grave crise post-électorale qui avait causé la mort de plus de 3000 personnes selon les Nations Unies. Communiqué final. Sur haute instruction du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé le 8 au 10 juillet 2021, en présence des représentants du ministère des Finances et du ministère des Transports, une concertation relative à l'examen du mot d'ordre de grève générale et illimitée, initiée par les présidents des syndicats nationaux des transports publics des voyageurs du Cameroun pour compter du 12 juillet 2021. Au terme des échanges riches et fructueux, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'est engagé à suivre personnellement ces dossiers dans le trimestre à compter de la date de signature du présent communiqué, à mener des démarches auprès des différents départements ministériels concernés. Les 10 démarches visent un examen minutieux de 5 points posés, devant aboutir à une solution satisfaisante et éclairer aux différentes revendications formulées dans les meilleurs délais. De ce fait, il a été décidé de la suspension du mot d'ordre de grève générale et illimitée émis le 10 juin 2021, la poursuite des négociations dès le 13 juillet 2021 et la recherche des solutions concertées en tripartite selon le canevas consigné dans le procès verbal sanctionnant la fin des travaux. En attendant, le statu quo sera observé pour le problème particulier des assurances. C'est du moins ce qui est contenu dans le communiqué final du Premier ministre chef du gouvernement. Le gouvernement, représenté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna, a trouvé un accord avec les syndicats des transports publics des voyageurs du Cameroun pour la levée du mot d'ordre de grève générale annoncé le 12 juillet dernier. La réunion de crise tenue ce 10 juillet 2021, les deux parties ont convenu, outre la suspension du mot d'ordre de grève, avec comme point de conciliation la poursuite des négociations dans le but de trouver des solutions concertées en tripartite, selon le canevas consigné dans le procès verbal sanctionnant la fin des travaux, comme le précise le ministre. Vous avez posé des problèmes et je me rends compte, d'après toutes les explications que mes collaborateurs m'ont données, depuis 3 jours, on est branché là-dessus. Ça a commencé, j'étais absent, j'étais hors de Yaoundé pour d'autres choses. Je suis revenu vendredi. J'ai dit à ma collaboratrice de continuer puisqu'elle avait commencé. Et je pense que les problèmes que vous avez posés ne sont pas des problèmes des gens qui se réveillent un matin et qui disent bon, on va faire le désordre, Non, c'est des problèmes réels. Mais il faut qu'en toute responsabilité, j'insiste là-dessus, en toute responsabilité, qu'on apporte des solutions. Et ce que moi j'ai envie de vous dire, de vous redire, c'est qu'il faut qu'on se prenne un petit délai. On ne peut pas attendre très longtemps. Les problèmes que vous posez, il y en a un ou deux quand même qui sont assez graves. Vous vous imaginez, moi je vais vous dire qu'il m'arrive de prendre le taxi, ministre que je suis. Si un jour là, un de mes enfants fait un accident, je commence à me dire qu'on ne peut pas payer. On est tous concernés. Donc nous ne pouvons pas négliger ces problèmes parce que c'est les taxis. Donc pour moi c'est un problème urgent.
Donc moi, je voudrais vous dire que vos mandants vous attendent, c'est vrai. Dites-leur, nous avons donné un sursis de 1 mois et demi ou de 2 mois au gouvernement. On ne peut pas décider que le prix va augmenter ou on va baisser le prix. Moi, je suis prêt à vous signer n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi. C'est ça le problème. Je vais vous signer un papier qui n'a aucune valeur légale. On va tomber sur vous. Pour rappel, le dernier mouvement d'humeur dans le secteur des transports remonte à février 2021. En cause, le désaccord sur les tarifs entre les transporteurs, les transitaires et les auxiliaires en douane des corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. La communauté musulmane du Cameroun est également présente ce 20 juillet au grand rendez-vous de la célébration de la fête du mouton. Une fête religieuse qui symbolise pour le peuple musulman la commémoration du sacrifice à Dieu pour la prospérité. Pour cette autre fête de la Tabaski, les musulmans autour de leur imam ont prié pour la paix au Cameroun et surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont ensuite immolé le veau gras en guise de sacrifice à Allah. On donne le conseil à tous les fidèles qui vont aller égorger leur sacrifice. On leur dit comment on va partager. Les premières phases de cette sermon, c'est ça qui a parlé pour dire à tous les musulmans qu'ils cherchent d'abord les béliers propres, avec l'argent propre, pour faire les sacrifices. On ne fait pas les sacrifices avec l'argent volé ou escroqué ou bien prêté. Voilà le premier message. Et puis dès qu'on égorge, comment on fait avec la viande? Voilà ce que le premier message dit. La deuxième, on a prié pour ces fléaux qui dérangent le monde entier, ce qu'on dit le Covid-19 ou Corona. On a prié pour que cette maladie, Dieu enlève ça. Et on demande à notre confrère, les chrétiens, fait la même chose, parce qu'on est en train de faire la même chose. Je sais que les musulmans, eux, les chrétiens, sont en train de prier pour que cette fléau soit bannie, soit écartée de tout dans le monde entier, et en particulier dans notre pays, au Cameroun. La troisième fois, on a prié pour notre Cameroun et le chef de l'État. Et on a prié à la fin pour la paix qui règne au Cameroun. Avec tout ce qui est en train d'arriver, même jusqu'au football, on va continuer la prière jusqu'à le football mondial. Voilà ce qu'on a prié maintenant. Après la grande prière et l'immolation du mouton, place aux réjouissances dans les domiciles entre familles, amis et invités. Tous partageant autour d'une table de grands festins. La joie est à son comble et tous glorifient Allah pour la grâce de la vie, de la santé et du bonheur. Le réseau des parlementaires de la diaspora camerounaise a donné un point de presse ce 21 juillet pour se désolidariser des récentes manifestations des Camerounais de la diaspora lors du dernier séjour du président de la République, son Excellence Paul Biya à Genève. Pour l'honorable Louis-Henri Ngacha, président du réseau des parlementaires de la diaspora camerounaise, cet appel à manifestation dans l'optique de perturber le séjour du chef de l'État en Suisse sont à condamner avec la dernière énergie, car elle n'honore pas le Cameroun. Le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière suit avec consternation les appels à manifestation de certains compatriotes de la diaspora qui menacent de s'attaquer à la personne du chef de l'État et de perturber son séjour à Genève en Suisse. Aucun responsable digne de ce nom ne peut cautionner de tels agissements qui naturellement ternissent l'image de notre pays et ne servent pas les intérêts de notre diaspora elle-même. Il est tout de même important de signaler qu'il s'agit d'une très infime minorité de notre diaspora. Il ne faudrait donc pas assimiler toute la diaspora camerounaise à ces actes ô combien répréhensibles qui sont au demeurant à mettre pour l'essentiel
sous les comptes de l'agitation et de la surenchère. Du fait de la collaboration républicaine et institutionnelle, par arrêté présidentiel numéro 20-20-033-AP-AN du 29 avril 2020, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavayegue Djibril, a créé le réseau des parlementaires Diaspora Coopération décentralisée transfrontalière, REPCODE, pour accompagner le gouvernement dans l'identification et la résolution des problèmes cruciaux de nos compatriotes de la diaspora. Il n'est donc pas question de mettre ces actes répréhensibles à l'actif de toute la diaspora camerounaise, puisqu'il s'agit là d'une minorité d'individus mal intentionnés. Cette conférence de presse est tenue en présence du vice-président du Sénat, Oté Mofa Andrew, et de plusieurs autres parlementaires de la diaspora. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a présenté ce 15 juillet à la presse le rapport sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Cameroun. D'après le gouvernement, le pays a été lourdement frappé par la pandémie de Covid-19 lors de la deuxième vague du virus, avec un taux de sévérité élevé d'infection. Une période située entre décembre et mars 2021. 81 871 cas positifs pour 80 520 pour 1 852 425 tests réalisés, soit un taux de positivité global de 4,4%. 80 303 personnes sont guéries à ce jour, alors que 1332 sont décédées, soit uniquement 2 décès au cours de 7 derniers jours, toutes choses qui témoignent de la maîtrise de la pandémie par le gouvernement. À ce jour, nous comptons 235 cas actifs, dont 17 dans les formations sanitaires et 218 suivis en ambulatoire, et dont 4 sous oxygène. Le taux de guérison est de 98%, celui de létalité à 1,6%, soit moins élevé que les moyennes mondiales et africaines, tandis que le taux de sévérité est évalué à 0,2% et celui d'occupation de lit à 0,5%. Toutefois, pour stopper la propagation du virus à l'échelle nationale, plusieurs structures hospitalières ont été dotées d'un plateau technique complet ainsi que des équipements de dernière génération pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. Le gouvernement espère, grâce à cette couverture sanitaire renforcée et à la grande campagne de vaccination en cours dans le pays depuis plusieurs mois déjà, se mettre à l'abri d'une prochaine vague de contamination. Je voudrais ici réitérer les encouragements de Monsieur le Premier chef du gouvernement à l'endroit de nos populations à se faire vacciner. Le chef du gouvernement a donné l'exemple en prenant lui-même ses 2 doses de vaccin et en invitant les membres du gouvernement qui sont fait vacciner lors des sessions de vaccination organisées dans les services du Premier ministre. Je voudrais également rappeler que Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui dirige personnellement la riposte contre le Covid-19, a pris toutes les dispositions pour la protection de ses compatriotes contre cette maladie. Des doses supplémentaires de vaccins de Johnson & Johnson, de Sinopharm et de Sputnik ont été commandées et seront livrées en plusieurs cargaisons. La première cargaison est prévue au plus tard au début du mois d'août prochain. En attendant, je rappelle que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 restent en vigueur et donc respectons les mesures barrières, portons systématiquement nos masques et allons au vaccin car personne ne sera à l'abri tant que nous ne serons pas tous protégés. Même si le taux de létalité est estimé à 1,6% en dessous des moyennes mondiales et africaines, le ministre a tout de même annoncé l'arrivée dans les prochains jours de nouvelles cargaisons de vaccins, tout en invitant les populations au respect des mesures barrières jadis en vigueur depuis l'apparition de la pandémie.
La première conférence d'exécution du budget de l'État s'est tenue ce 21 juillet à Yaoundé, présidée par Cyril Edou Aloo, directeur général du budget. Au cours de cet exercice, il était question d'examiner le régime financier de l'État, ainsi que les problématiques qui constituent de véritables obstacles à la bonne exécution du budget en cours. Cette conférence fait suite à plusieurs constats, bien que le régime financier de l'État prévoit la clôture de l'exercice le 31 décembre de chaque année, avec une période supplémentaire de 30 jours pour la synthèse de l'exécution du budget. La tâche reste laborieuse. Pour le directeur du budget, si l'on peut noter des progrès dans la préparation du budget, maîtriser ce budget demeure une priorité. Réflexion. Et toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues. Il faudrait que chacun d'entre vous apporte ses propositions. Que ce soit les payeurs spécialisés, que ce soit les contrôleurs financiers, que ce soit les gestionnaires, les directeurs des ressources, que ce soit tous les autres acteurs qui interviennent dans la chaîne. Nous devons mettre en commun toutes ces propositions de manière à ce que nous mettons en place une organisation qui convienne pour que les synthèses budgétaires, les comptes rendus d'exécution du budget soient les plus fiables que possible. Au cours de cette première rencontre, plusieurs exposés ont été déroulés, notamment les contraintes et les défis de l'exécution du budget 2021, en passant par la présentation de la situation d'exécution du budget en cours et les difficultés rencontrées. À la fin de juin 2021, le total des engagements se lève à 1198,97 milliards de francs CFA, dont 1034,88 milliards de francs CFA décaissés sur les 3997,6 milliards de francs CFA prévus pour l'année. Globalement, au premier semestre, on note une difficile implémentation des mesures d'optimisation de l'exécution du budget par les différents acteurs. Dans le volet fonctionnement, les difficultés rencontrées concernent entre autres le volume très élevé des dépenses exécutées par procédure dérogatoire, la non-maîtrise des dépenses relatives à la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone, la non-maîtrise des dépenses des loyers contractés par l'État et ses démembrements. On note au sortir de cette première conférence que seule la résolution des difficultés subventionnées permettra au ministère des Finances de faire un pilotage systématique de l'exécution du budget. Je suis le lieutenant-colonel Ouattara, la Côte d'Ivoire, auditeur donc du 7e BES. Alors, pareil avec tout cet arsenal, nous avons donc désormais les clés de lecture pour décomplexifier, n'est-ce pas, les problèmes de sécurité de par le monde et surtout concernant l'Afrique et le Cameroun en particulier. Alors, au thème donc de ce stage enrichissant à tout point de vue, nous ressortons vraiment parés, comme je le disais tantôt, et nous sommes prêts à affronter, n'est-ce pas, l'environnement sécuritaire et prêt aussi à donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à tous ces enjeux et défis qui, n'est-ce pas, se posent à nous, à nos États, notamment le terrorisme qui doit être appréhendé avec beaucoup de précautions, beaucoup d'intelligence et beaucoup de coopération. C'est la fin de stage pour ces 46 officiers de police et de gendarmerie de 4 pays d'Afrique. Ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie présidée ce 21 juillet au Palais des Congrès par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, en présence d'une dizaine de ministres et de nombreuses autres personnalités. Un événement tenu à l'occasion de la clôture conjointe du 7e brevet d'études supérieures de sécurité et du 10e diplôme d'état-major des forces de sécurité. L'École internationale des forces de sécurité met ainsi sur le terrain une nouvelle cuvée d'experts en sécurité et en maintien de la paix. Des auditeurs policiers et gendarmes formés dans une école à vocation internationale et au label onusien en matière de maintien de la paix. Les nouveaux officiers sont plus que jamais armés de compétences pour faire face aux différents défis sécuritaires dans leurs pays respectifs. Nous pensons pouvoir, à travers les outils que nous avons accumulés, rentrer dans nos postes et nos formations et servir avec plus d'abnégation, mettre ces outils en pratique afin de relancer
la sécurité dans notre pays. Une nouvelle cuvée qui vient accroître l'excellence de cette école et la mutualisation des forces, des compétences et de l'expérience en Afrique et dans le monde. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.